pense qu'on n'aura pas le temps. On est en compagnie de Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin. Bonjour Fabrice. Voilà, gérant chez OFI AM. On va parler avec vous de ce qui se passe sur le pétrole. Ouais. On a beaucoup de choses à dire de nouveau avec voilà, une production qui repart aux États-Unis, un accord OPEP voilà, qui est re-signé du bout des lèvres, on a l'impression. Est-ce que ça va changer la donne justement sur le front voilà, de ce pétrole et on sait qu'il y a une vraie influence sur les marchés? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le re-signé du bout des lèvres, parce qu'il a été re-signé et je voyais encore ce matin les chiffres de conformité par rapport aux objectifs qui ont été donnés. Les pays de l'OPEP, dans l'ensemble, dépassent les objectifs qui leur ont été fixés en termes de réduction. Et d'autre part, le respect des quotas qui ont été fixés aux pays non OPEP n'est pas encore à 100%. Mais il ne cesse d'augmenter. Donc beaucoup de personnes se posaient la question de savoir si cet accord tiendrait dans le temps. Ouais. Pour l'instant, il tient dans le temps et je pense qu'il tiendra parce que tous les pays de l'OPEP comprennent qu'il est dans leur intérêt de maintenir les moyens nécessaires pour réduire les stocks aux États-Unis et dans le reste du monde. On avait des questions notamment sur la Russie, l'Iran, l'Irak aussi, qui sortaient de périodes de crise et qui avaient à cœur justement déjà de refaire un petit peu leur trésorerie. Finalement, ce système de quotas les arrangeait pas du tout et on se disait qu'ils allaient peut-être essayer de passer entre les gouttes. Non, vous dites, là, on voit, il y a des études très précises sur le fait que ce soit respecté. Tout à fait. Et alors l'Irak était hors quota, c'était un peu particulier, justement parce qu'il sortait de cette période difficile. Le Nigeria aussi, on craignait beaucoup une remontée de la production du Nigeria. Cette remontée s'est faite, mais là, on commence à nouveau à avoir des problèmes sur d'autres gisements. Le gisement de Forcado, c'est reparti. Le gisement de Bonny Light est à nouveau perturbé. Et puis, c'était déjà le cas il y a quelques temps, il y a à nouveau des rebelles qui menacent la production au Nigeria. Donc cette production n'est pas sûre. Quant à l'Iran, l'Iran a beaucoup augmenté ses exportations, mais en grande partie parce qu'ils avaient des stockages flottants qui avaient été faits pendant la période d'embargo. Le problème de ces stockages flottants, c'est que c'est une opération unique. Une fois que les stockages sont vidés, il y avait pratiquement 40 millions de barils, on n'est plus qu'à 10 millions de barils. Donc ça, c'est autant de pétrole qui est arrivé sur le marché, mais qui ne sera pas reproductible dans le temps. Donc nous, on reste persuadés chez OFI Asset Management que le rééquilibrage est en train de se réaliser et que probablement à partir du mois de juillet, on va commencer à le voir dans les chiffres réellement et que ça va permettre petit à petit au marché de prendre conscience que l'OPEP est en train de réussir son pari parce que aussi la production de pétrole aux États-Unis ne repartira pas probablement aussi fort que le marché l'attend. Alors justement, les États-Unis, ça c'est l'autre grand producteur, peut-être le premier mondial aujourd'hui, en capacité. Là, on n'est pas sur des quotas, au contraire, c'est le jeu de l'offre et de la demande, des investisseurs privés qui décident petit à petit, on le voit, de rouvrir les puits. Là, à 45, 50 dollars, ils redeviennent très compétitifs. Alors, c'est un sujet qui est relativement délicat et ils redeviennent très compétitifs probablement aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a plusieurs choses. D'abord, aujourd'hui, ce ne sont pas les puits qui repartent, ce sont les forages. Les forages repartent très fort. Maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de forages qui sont réalisés, mais qui ne sont pas ensuite mis en production. C'est ce qu'on appelle les drilled but uncompleted wells, c'est-à-dire les puits qui ont été forés, mais qu'on n'a pas mis en production. Ces deux équipes séparées, il y a une équipe qui fore et il y a une équipe qui met en production, une équipe de fracking. Et aujourd'hui, on a un manque de main-d'œuvre sur ces équipes de fracking, donc la production n'arrive pas à suivre. Et donc, nous pensons que la production de pétrole aux États-Unis va augmenter cette année, mais le marché table sur 1 million, voire 1 200 000 barils par jour de production supplémentaire. Nous, on pense que ça sera plutôt 700 à 800 000 barils. C'est important de le dire, on n'est pas les seuls. Même l'exécutif vice-président de EOG Resources, un gros producteur de shale, de pétrole de schiste aux États-Unis, a déclaré récemment dans une conférence à New York que le manque de main-d'œuvre et la remontée des coûts de production limiteraient sans doute cette année la hausse de production aux États-Unis de 700 000 barils. Dans cette situation-là, compte tenu des réductions qui sont faites ensemble et du fait que le troisième trimestre est traditionnellement un trimestre où on consomme 1 500 000 à 2 millions de barils par jour de plus, du fait de la driving season aux États-Unis, du fait des besoins de climatisation pour le Moyen-Orient, eh bien tout ça devrait participer à ce rééquilibrage. C'est pour ça que chez OFI Asset Management, on continue à tabler sur un prix du pétrole entre 60 et 65 dollars le baril à la fin de l'année. Alors qu'aujourd'hui, on s'est stabilisé quand même sous les 50 dollars. C'est vrai que ça a baissé assez nettement. Ça fait craindre à nouveau ce qui s'était passé, alors peut-être pas dans les mêmes
dans la même ampleur, une baisse comme début 2016. Pour vous, clairement, la courbe va se renverser, on devrait avoir une augmentation des prix sur la deuxième partie de l'année. Oui, en réalité, Fabrice, le marché a été déçu parce qu'il s'attendait à une forte réduction des stocks. Mais ce que, à mon avis, le marché n'a pas vu pour l'instant, c'est que l'absence de réduction des stocks pour l'instant ne se constate qu'aux États-Unis. Et en fait, les investisseurs sont focalisés sur les stocks américains parce qu'ils sont publiés régulièrement de façon tous les mercredis, fiable. on a à 16h30 cette statistique qu'on regarde. Exactement, mais ils ne regardent pas ce qui se passe ailleurs. Et ailleurs, on constate quoi? On constate une baisse des stocks, je le disais, en Iran, on constate une baisse des stocks en Asie. Et en fait, la façon dont sont constitués les stocks fait que traditionnellement, ce sont les stocks aux États-Unis qui baissent en dernier. Ensuite, le fait est que avant la mise en place de l'accord, les producteurs de l'OPEP ont produit le maximum et exporté le maximum de pétrole qu'ils pouvaient. Quand vous exportez du pétrole en décembre, il faut 2 mois à 2 mois et demi pour que le bateau arrive à sa destination. Donc les stocks ont continué à grossir jusque grosso modo le mois de mars. Et donc le marché a été déçu et s'est dit la politique de l'OPEP ne marche pas. La politique de l'OPEP va commencer à fonctionner, ça va se voir. Et dans le même temps, vous allez avoir une remontée des coûts des services aux États-Unis, qui fait que si aujourd'hui les pétroles de schiste aux États-Unis sont rentables à 45 $, quand on va augmenter les besoins en services dans ce secteur, le prix des services est en train de monter très fort, vous allez vous retrouver à un prix qui va remonter plutôt aux alentours de 55-60 $, probablement même un petit peu plus, et c'est pour ça que nous on table sur 60-65 $, qui sera la limite où l'OPEP pourra maximiser ses gains sans que les pétroles de schiste repartent massivement. On aura après besoin des pétroles de schiste probablement en 2019 à cause du manque d'investissement qu'on a eu dans le pétrole conventionnel ces 2 dernières années. Alors, on va y revenir dans un instant. Ça veut dire que le prochain accord là, qui aura lieu dans combien de temps sur l'OPEP ou le pays non OPEP, ça sera quoi? C'est tous les 6 mois à peu près? Alors là, ils ont re-signé un accord jusqu'au premier trimestre 2018, mais ils se retrouveront en novembre. Il va falloir suivre de très près ce qui va se passer en novembre, Fabrice, parce que je pense qu'en fonction de la façon dont les choses vont se passer, si l'OPEP veut réellement donner un influx au marché et donner des bonnes raisons au marché de monter, il faudrait qu'ils annoncent une réduction de production supplémentaire parce qu'on rentrera dans une saison où la consommation commencera à reculer à nouveau un petit peu. Et donc, pour marquer le coup, je pense qu'il faudrait qu'ils annoncent une nouvelle réduction de production, même si elle n'est pas énorme, on va dire de 200 ou 300 000 barils supplémentaires, de façon à donner au marché ce qu'il veut, c'est-à-dire ce que l'OPEP a dit. L'OPEP a dit, je ferai whatever it takes, ils ont repris la phrase de Mario Draghi à la BCE, on fera ce qui est nécessaire pour rééquilibrer les stocks et les ramener à la moyenne 5 ans des stocks de l'OCDE. Et croyez-moi, ce sera suffisant, avait-il rajouté. On verra, pour l'instant, c'est pas tellement payant puisqu'on est sur un baril déprimé, mais on a compris que ça pourrait se rééquilibrer rapidement. Ce qui pourrait rééquilibrer également ce prix, l'offre et la demande, c'est effectivement un sous-investissement massif. Vous dites, on est très très loin du compte aujourd'hui. Oui, je rappelle, le pétrole traditionnellement est un produit qui s'extrait par un différentiel de pression. Vous faites un trou dans une poche qui est sous pression, le pétrole remonte. Plus le temps passe, plus la pression du bassin diminue et donc la quantité de pétrole que vous récupérez diminue, ce qu'on appelle le taux de déplétion. Le taux de déplétion moyen au niveau mondial sur le pétrole conventionnel se situe autour de 5% par an. Ça veut dire que tous les ans, vous perdez 5% de votre production si vous ne faites rien. Ça veut dire que tous les 10 ans, vous perdez 50% de votre production. Donc tous les 10 ans, il faut retrouver l'équivalent de la production des États-Unis, plus la Russie, plus l'Arabie Saoudite, plus l'Iran, plus l'Irak. C'est un gros challenge. Pour ça, on estime qu'il faut investir à peu près 630 milliards de dollars par an. 630 milliards par an. Tout à fait. Okay. En 2015, on a investi 450 milliards. Et en 2016, on a investi moins de 400 milliards. Donc on sait de fait que le pétrole conventionnel va diminuer sa production à un horizon 4 à 5 ans. Donc à partir de 2020, on devrait commencer à sentir vraiment les effets. Le marché est généralement anti-pipieux. C'est pour ça qu'on pense qu'en 2019, la tension devrait commencer à augmenter. Et c'est un des éléments qui devrait aussi pouvoir réconcilier les pétroliers de schiste et l'OPEP, parce que cette baisse de production, elle va se faire sur les pétroles conventionnels. À ce moment-là, on aura besoin de pétrole vite. Et où est-ce qu'on ira chercher du pétrole vite ? C'est aux États-Unis. On mettra le prix au niveau où il le faut pour que les États-Unis puissent répondre rapidement à la demande, parce que les pétroles de schiste se mettent en production en 2 mois et demi à 3 mois, alors que les pétroles conventionnels, c'est 4 à 5 ans minimum. Vous nous parlez, Benjamin Louvet, d'horizon 3, 4 ans, 2020, c'est pratiquement demain. On est aussi en pleine transition énergétique, avec des modèles, voitures électriques de plus en plus. Est-ce qu'à votre avis, d'ici 3 ans, pour avoir un mix énergétique qui se
qui est plus équilibré, plus harmonieux et qui fait qu'on n'aura pas des prix du pétrole qui flambent à nouveau comme on avait connu dans les années 2007-2008? C'est compliqué, Fabrice, de répondre à cette question parce qu'on a du mal à répondre à la question qui est de savoir à quelle vitesse va se faire la transition écologique et la transition énergétique. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de se développer à marche forcée sur ce secteur, mais vous savez, nos besoins augmentent tous les ans. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la part de l'énergie qui est créée, qui est de l'énergie renouvelable, entre guillemets, correspond à peu près à la hausse de la consommation annuelle. Donc en réalité, on n'a pas vraiment de changement du mix énergétique. D'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie, dans les projections qu'elle a fait à long terme, comme elle fait tous les ans, dans son World Energy Outlook, annonce qu'à horizon 2040, le poids des énergies renouvelables aura augmenté, certes, mais pas encore dans des proportions énormes. On restera encore dépendant à pratiquement 75% aux énergies fossiles. Pourquoi? Parce qu'il y a des domaines comme le transport où pour l'instant on ne sait pas remplacer le pétrole, des domaines comme la pétrochimie où on ne sait pas remplacer, l'aviation où on ne sait pas remplacer, on ne sait pas aujourd'hui faire voler des avions à l'électrique. Et ce sont ces trois domaines qui emmènent aujourd'hui la hausse de la consommation, donc ça va être relativement difficile. Voilà, et même si on est en plein salon du Bourget, c'est vrai qu'on n'a pas vu encore d'avions entièrement solaires, par exemple, qui pourraient emmener 300 passagers dans les airs, tout à fait, alors que le trafic augmente énormément. Un élément encore à court terme, l'arrivée de la saison des ouragans aux États-Unis, c'est important parce que ce matin, l'agence américaine qui surveille les ouragans sur le bassin atlantique annonce qu'on a une très forte probabilité d'avoir une dépression tropicale qui se forme en plein dans le golfe du Mexique. Ça va être important à suivre, on annonce une saison active et le golfe du Mexique est une grosse zone de production, ça pourrait perturber la production, c'était arrivé, souvenez-vous, en 2005 et ça avait entraîné une très forte envolée des prix du pétrole. Ça pourrait venir perturber le jeu des prix du pétrole et accélérer une reprise éventuelle des prix dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Ben voilà, il y a pire que la canicule à Paris, donc il y a les tempêtes tropicales. Merci Benjamin, vous restez avec nous dans une seconde, on va faire un focus sur un des fonds que vous gérez chez Ophi AM. À tout de suite.